C'était un sentiment des gens parce que nous venons d'être investis de la qualité de député national, c'est-à-dire la qualité de pouvoir agir en tant qu'élu du peuple, poser tous les autres actes reconnus par la loi suprême qui est la Constitution qui détaille les attributions d'un élu ou du député national, voter les lois, légiférer au nom du peuple, contrôler les entreprises et les établissements publics de l'État et bien entendu représenter cette population pour laquelle nous avons pris ces pouvoirs, où nous avons acquis ces mandats. Bien sûr, c'est le début du travail parce que maintenant, là, nous pouvons agir comme député national, mais nous ne pouvons pas oublier tout de suite qu'il y a tout un ordre du jour tracé depuis l'ouverture de la session extraordinaire. Non seulement la session extraordinaire avait pour mission de valider des mandats, mais aussi la session extraordinaire avait pour deuxième mission d'élaborer le règlement, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. C'est la prochaine étape. Maintenant, nous pouvons élaborer et adopter le règlement intérieur parce que maintenant, nous sommes investis du pouvoir des députés nationaux. Nous sommes préoccupés par d'autres sujets pour lesquels nous avons été mandatés. Mais nous n'allons pas insérer cela pendant cette session extraordinaire. Parce que les sujets ou les défis de notre province sont majeurs. Les défis de ceux qui nous ont élus sont majeurs et soit imminents, il faudrait à tout prix que nous commençons directement à affronter ou aborder les défis. Mais vous ne pouvez pas oublier que cela est de la loi. Nous ne pouvons pas parler pendant cette session extraordinaire qui est consacrée avec le pouvoir reconnu au bureau provisoire qui continue à convoquer les plénières, uniquement à la validation des mandats, à l'élaboration d'un règlement intérieur et à faciliter l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez que jusqu'à présent, certes, les gens ont envie de nous voir directement commencer à poser les actes par rapport aux promesses de campagne et aux défis de notre province par rapport à un nouveau leadership. Il faudrait à tout prix corriger et relever. Donc, nous avons aussi le devoir de réserve pour nous conformer, coller à la loi, hein, parce que la loi nous oblige qu'on reste que dans les cadres des points inscrits à l'ordre du jour pendant cette session extraordinaire. J'invite par votre caméra la population d'être calme parce que nous sommes déterminés, maintenant ou jamais, à pouvoir faire le travail pour lequel ils ont confié ces mandats. Notre province doit changer d'image. Parce que vous savez, l'image que nous avons de la province Kasaï-Orientale, lorsque vous arrivez en Bujimaï, vous voyez, c'est de la pauvreté qui s'affiche tout de suite. Vous avez un nombre très élevé de jeunes qui sont en train de suivre des politiciens derrière. Et ça doit cesser. Et pour que cela cesse, il faudrait qu'à tout prix, monsieur le journaliste, c'est très important, il faut qu'on amène les jeunes au travail. Nous avons certes cette question de la relance de l'AMIBA, mais nous devons également aussi inciter les jeunes à la création de l'emploi. Pour créer l'emploi, il faudrait avoir des projets, avoir des financements. Nous nous sommes donnés comme devoir de chercher à ce que les institutions qui financent les projets, l'entrepreneuriat des jeunes aient des succursales au Kasaï-Oriental. Nous allons nous battre pour que FOGEC soit au Kasaï-Oriental, où arrive réellement à financer les projets des jeunes du Kasaï-Oriental. Nous voudrions bien que nous puissions nous lancer sur les fonds de promotion pour la garantie de l'emploi des jeunes, soient également installés à Bujimaï. Nous sommes en train de faire des rapprochements avec les responsables de ces fonds ici sur place à Kinshasa. Bien avant que la session ordinaire soit convoquée, nous voudrions bien comprendre le fonctionnement et nous mettre debout avec ces gens pour les convaincre à installer les fonds dans les Kasaï-Oriental afin que les jeunes de chez nous, les jeunes du Kasaï-Oriental, aient la possibilité de créer l'emploi et aient de l'emploi. Et ça, c'est un fait. Nous avons un problème de la production agricole qui est presque minimisable au Kasaï-Oriental. Moins de Kasaïens considèrent l'activité
agricole comme une activité importante. Alors au moins. Alors nous allons donner de l'envie pour que nos frères puissent accroître les activités agricoles afin que nous puissions nous autosuffire sur le plan alimentaire. Nous avons des initiatives en tant que parlementaires. Nous voudrions bien affronter ces défis qui est des sociétés agricoles, des coopératives agricoles qui doivent nous aider pour que notre province, parce que le problème de l'autosuffisance alimentaire est presque posé dans les mêmes termes presque à travers le pays. Mais dans la province du Kasaï oriental, le problème est très majeur. Il est majeur parce que quand vous allez dans les Kasaï, il n'y a pas assez de fermiers. Et les quelques projets qui ont été initiés par le président de la République n'ont pas connu un grand succès, dont le projet Ngwadi, qui aujourd'hui, vous voyez vous-même, nous avons déjà une équipe qui est à pied d'œuvre pour étudier et évaluer la situation de ces projets-là pour qu'on sache comment se comporter vis-à-vis de ceux qui gèrent ces projets dans les Kasaï. Et au-delà de ça, nous voulons bien que nous puissions nous-mêmes être acteurs dans le cadre de la production agricole. Nous devons accroître la production agricole dans les Kasaï. Nous devons donner de l'envie aux gens pour que l'agriculture soit une préoccupation de tous les Kasaïens, de nos frères. Et là aussi, nous allons nous battre avec le gouvernement qui sera mis en place à l'issue de ce travail que l'informateur est en train de faire. Je voudrais d'ailleurs pour cela profiter de votre micro pour féliciter, remercier le président de la République d'abord et féliciter l'homme du moment difficile, Augustin Kabouya. Non seulement il a fait preuve de sagesse pour amener dans le silence l'UDPS à réaliser un score jamais vu dans l'histoire du combat de l'UDPS. Un score aux élections jusqu'à 70 quelques députés. Non, nous n'en avons pas vu. Et Tem Tshisekedi avec tout son aura, il n'a réalisé en 2011 que 42 élus. En 2018, vous avez vu, l'actuel président de la République était président de l'UDPS. Il a réalisé 32 députés. Et aujourd'hui, avec un leadership intelligent, promouvant, créateur, il a prouvé sa capacité, mais dans le silence. C'est ce que nous aimons chez lui, l'humilité, mais un bon travailleur. Et il l'a démontré. Vous avez vous-même, aujourd'hui, ce qui a fait que le chef de l'État puisse le désigner comme informateur qui doit identifier la coalition majoritaire au sein du Parlement. C'est bien entendu le score que l'UDPS a réalisé aux élections. Et même dans les communiqués nommant l'informateur, vous allez voir que la motivation, c'est celle-là. La motivation qui a conduit à la désignation de cet informateur, c'est le travail que l'UDPS a réalisé au scrutin du 20 décembre 2023. Et donc, nous disions que le gouvernement qui sera issu de cette législature, ce gouvernement se fatiguera de notre plaidoyer. Parce que nous allons multiplier les plaidoyers afin que nous puissions avoir des entreprises agricoles. Les projets ont démontré les limites. Le projet Bukangalonzo, les fonds ont été détournés. Il y en a autant. Cette fois-ci, nous voudrions que l'État congolais prenne la question autrement. Et nous allons faire cette approche auprès de ces patrons de l'agriculture afin que nous puissions avoir une même vision, afin que notre pays puisse résoudre cette question de l'autosuffisance alimentaire. Donc nous avons autant de défis comme ça. Nous avons la question des infrastructures sanitaires, la question des infrastructures routières. Vous voyez, la province a des territoires qui produisent, mais pour que ce qui est produit dans nos villages arrive à être coulé dans les centres-villes, sont habités à des difficultés de route. Donc, nous encourageons et nous allons nous mettre debout pour que cette fois-ci ou jamais, cette question de construction de routes, de dessertes agricoles, soit traitée avec célérité pour la province du Kasaï oriental. Parce que ça fait partie, bien entendu, des efforts pour encourager les gens à faire les champs, à faire l'agriculture ou développer l'agriculture. Voilà.
j'invite la population à continuer à nous faire confiance. Vous avez déjà démontré par votre acte le jour du vote et votre choix a été respecté par la CENI. Je les invite également à se méfier, à se méfier des racontards, de tout ce que les oiseaux de mauvais augure sont en train de propager dans les réseaux sociaux. Nous attribuons le lien de parenté avec certains responsables du gouvernement, tout simplement parce qu'ils ne nous ont pas approchés et ne nous ont pas considérés depuis un temps. Et aujourd'hui, ils sont surpris que la population est capable de faire réellement le choix de ceux qui peuvent bien plaider leur cause. Ils étaient habitués à la tricherie, ils étaient habitués à des aventures pour accéder au pouvoir. Mais aujourd'hui, ils sont surpris que maintenant ou jamais, on nous proclame que c'est lui qui est élu. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là, nous avons le mandat qui vient de vous, qui vient de la population. Nous allons nous mettre au travail parce que c'est également vous qui allez nous corriger demain. Pour soit nous renouveler le mandat, soit nous le retirer. Et pour ça, nous n'allons pas commettre une erreur parce que c'est l'objectif. C'est l'objectif pour lequel nous sommes debout depuis notre élection. Nous entrons, nous toquons déjà à n'importe quelle porte qui peut donner l'opportunité à ce que les défis du Kassai oriental soient pris en compte et que ça trouve solution rapidement. Cette question elle est très importante. Je voudrais profiter de votre caméra pour dire à mes compatriotes, ne cédons pas au jeu de l'ennemi. La RDC est en train de combattre seule contre tous. Nous ne pouvions pas imaginer que nous soyons agressés par le Rwanda et les Nations Unies se contentent de condamner et s'arrêtent là. Et lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, ils mobilisent les armes, les avions de guerre, on donne à l'Ukraine. La République démocratique du Congo est gérée par un compatriote très conscient de la situation. Très conscient parce qu'il a toujours expliqué pourquoi il a opté pour la position qu'il a prise aujourd'hui. Depuis. Simplement parce que tous les efforts diplomatiques déployés afin que le Rwanda arrête de tuer nos frères à l'Est ont échoué. Et l'option militaire est la seule. Et nous voudrions voir tous les partenaires de la République démocratique du Congo se mobiliser autour de la RDC. Mais malheureusement, parce qu'ils sont conscients que lorsque nous allons laisser ces patriotes diriger ces pays seuls, nous n'aurons pas les coltans que nous prenons gratuitement par le Rwanda, nous n'aurons pas le cobalt et tous ces minéraux qui sont exploités illégalement à l'est de notre pays, gratuitement comme ils les prennent par le Rwanda. Nous avons dit, la RDC, sous le règne de Félix Tshisekedi, c'est le partenariat gagnant-gagnant. Et c'est ce partenariat qui fait mal à ceux qui étaient déjà habitués à venir prendre gratuitement et illégalement nos minéraux. Et donc, monsieur le journaliste, ne soyez pas surpris de ces jeux auxquels nous assistons aujourd'hui. Si le Rwanda est en train de tuer les Congolais, vous savez le désastre humanitaire auquel nous sommes en train d'assister. Des femmes enceintes obligées de faire des kilomètres à pied pour fuir les bombes de l'agresseur rwandais. Monsieur le journaliste, moi je peux vous dire qu'il n'y a pas l'échec du gouvernement congolais. Il y a cette détermination du gouvernement congolais. Vous avez vu le ministre de la Défense. Il est allé, actuellement il réside à Goma, simplement pour remonter la morale de nos troupes, afin que nos troupes se mettent debout et qu'ils combattent l'agresseur. Nous n'avons pas une rébellion. Tout ce que vous voyez, ces Congolais inconscients qui sont autour de Kagame, ce sont des frustrés d'ici. Parce qu'ils étaient déjà très mal habitués. Nous n'allons pas négocier à genoux. Et c'est la différence de Tshisekedi avec tous ceux qui l'ont précédé. Donc,
Je vous dis très clairement, il n'y a pas l'échec de la part du gouvernement congolais. Il y a la détermination et vous allez être surpris. Le gouvernement congolais est en train de réaliser aussi des exploits. Nous nous battons contre les Occidentaux, je l'ai dit ouvertement. Ce sont eux qui sont en train d'armer le Rwanda. Ils sont en train d'armer le Rwanda parce qu'ils savent que mettre fin au régime Kagame, ça sera également mettre fin à l'exploitation illégale auquel nous sommes habitués et qui est en train d'enrichir leur pays. Je vous dis que nous sommes à une vitesse parce que nous voulons bien que les conditions soient réunies afin que le président de la République démocratique du Congo déclare la guerre comme il l'a promis. Et il ne va pas se contredire. Il ne va pas se dédire. Vous avez les partenaires occidentaux, comme je l'ai dit, avec cette organisation, moi je dis ouvertement, cette organisation qui doit prendre fin, l'ONU. Parce que l'ONU a démontré ses limites. C'est des équilibres politiques que l'ONU est en train de manifester dans les conflits à travers le monde, doit démontrer l'évaluation de cette organisation. Ce n'est pas une organisation pour des États déterminés. C'est une organisation pour tous les États. Mais avec ce qui se passe dans notre pays et dans d'autres pays à travers le monde, vous allez tout simplement comprendre. L'ONU nous demande à nous, agressés, à aller négocier. Nous allons négocier avec qui? Vous avez vu le secrétaire général, le fameux secrétaire général des Nations Unies, à une interview accordée il y a presque une année et demie, il demande à la RDC de négocier avec ceux que les États-Unis ont considéré ouvertement comme terroristes, comme un mouvement terroriste. Mais on nous demande à nous, un État responsable, d'aller négocier avec ces gens. Et aujourd'hui encore, les mêmes messieurs, parce qu'ils parlent au nom de l'ONU, demandent, à travers le Conseil de sécurité, demandent à ce que nous puissions aller négocier avec les pays agresseurs, tout en étant occupés. Donc, je vous dis ouvertement que les questions majeures restent à poser et nous allons les poser parce que nous venons d'être investis de tous ces pouvoirs. Je sais qu'il y en a qui pensent que demander à ce que l'ONU soit évaluée, parce que cette organisation, je l'ai dit ouvertement, elle doit cesser d'exister. On doit mettre soit une autre organisation en place pour qu'elle s'occupe des conflits des États pour lesquels elle a été créée. C'était pour gérer les conflits et mettre au milieu de tous. Mais aujourd'hui, nous assistons à ces déséquilibres-là, à ces déséquilibres qui justifient des tensions, les guerres qui sont à travers le monde. Nous disons ouvertement que la République démocratique du Congo ne pourra jamais baisser les bras. Et moi, en tant qu'élu du peuple, j'encourage le président de la République à déclarer la guerre au Rwanda. Parce que d'ici là, nous allons avoir toutes les institutions en place afin que nous puissions connaître ceux qui sont derrière le Rwanda. Parce que chaque parti aura ses partenaires. Et ça sera le début de la Troisième Guerre mondiale. Parce que si on ne le prévient pas, ça sera le début de la Troisième Guerre mondiale. Parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Nous sommes un pays stratégique au cœur de l'Afrique. Nous sommes un pays stratégique sur le plan richesse. Et nos richesses font l'objet de convoitises. Tous les blocs, nord, sud, ces blocs-là, se disputent la RDC, se disputent la gestion de la RDC. Et si les Occidentaux ne tirent pas attention, la RDC fera le choix. Fera le choix. Parce que trop c'est trop, nous ne pouvons pas continuer à être tués, massacrés, mais nous avons des partenaires en face de nous qui nous ont mis sous l'embargo pendant plusieurs années. Il a fallu le leadership de Félix Tshisekedi pour qu'on lève l'embargo. Et lorsqu'on lève l'embargo, il multiplie les dons des armes au Rwanda afin que le Rwanda nous agresse. Nous n'allons pas baisser les bras, monsieur le journaliste. Et nous encourageons notre président de la République à ne plus suivre cette fameuse organisation des Nations Unies à travers le Conseil de sécurité, qui d'ailleurs, c'est un conseil de sécurité, nous connaissons un conseil qui a un déséquilibre à son sein. Tout un continent n'y est pas. Nous avons droit de siéger comme membre permanent au Conseil de sécurité. Et pourquoi on ne nous donne pas cette chance-là? Vous pouvez imaginer ce grand continent qui nourrit tous les autres continents et nous n'avons pas
un siège permanent au Conseil de sécurité. Alors vous trouvez des petits États qui vivent au mamelles de la RDC, ils ont des sièges permanents. Dont la France, les petits pays, je ne veux pas ici les détailler. Les petits pays, nous connaissons, que ce soit sur le plan géographique, mais ils n'ont pas les mêmes chances que nous. Ils sont plus privilégiés par la fameuse organisation des Nations Unies. Nous pensons que nous allons nous battre. Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que le Rwanda élimine tous les Congolais et qu'ils viennent occuper la RDC.